Bonjour à tous. Je suis architecte Cloud Native Senior avec plusieurs années d'expérience dans la conception et l'exploitation des clusters Kubernetes à grande échelle, ainsi que la mise en place des standards de sécurité et de gouvernance pour des environnements Cloud Native. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet à la fois discret et absolument central dans Kubernetes, c'est le contrôle d'admission. Imaginez un instant votre cluster de production sans garde-fou, une configuration malveillante ou accidentelle peut rendre votre cluster instable, voire indisponible. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer comment Cloud Native, Kubernetes, dans un environnement Cloud Native, peut appliquer les contrôles, les webhooks, les politiques natives, comment ils ont évolué, ainsi que les bonnes pratiques que vous devez adopter pour construire des clusters Kubernetes robustes, sécurisés et fiables. Avant de commencer, qu'est-ce que c'est le contrôle d'admission? Le contrôle d'admission est un point de contrôle qui est synchronisé et qui intervient juste avant que la ressource ne soit stockée dans la base de données etcd. Elle peut intercepter les requêtes, elle peut modifier les objets, valider, ainsi faire des rejets de requêtes. C'est avec ce mécanisme-là qu'on peut transformer un cluster Kubernetes en une plateforme sécurisée et gouvernable à grande échelle. On va essayer de voir l'évolution de contrôle d'admission. Il y en a bien 3 générations. La première génération, c'est les plugins. Les plugins sont ultra rapides, par contre, ils sont rigides et statiques. Deuxième génération, c'est les webhooks. Les webhooks ont commencé à partir de la version 1.25 de Kubernetes, et là où on voit une flexibilité totale, mais par contre, on introduit bien des nouveaux risques. Et maintenant, on a la 3e génération, les politiques natives, et Kubernetes a introduit ce nouveau type-là qui présente à la fois le meilleur compromis entre les 2 précédentes générations. Avant d'aller un peu plus dans le détail, on va essayer de comprendre c'est quoi l'impact de contrôle d'admission dans le flux d'une requête. Donc, si on regarde bien une requête, on va imaginer ensemble kubectl apply-fpod.yaml. On va passer par plusieurs étapes. Première étape, l'authentification. Qui a fait la requête? Deuxièmement, l'autorisation. Est-ce que cette entité a le droit de faire l'action? Puis, on commence tout de suite la phase de contrôle d'admission. On commence d'abord avec la mutation qui permet de modifier ou d'injecter des éléments dans la requête, suivi de la validation de schéma pour vérifier que la structure elle est correcte. Ensuite, on passera à la phase de validation où on va valider que la requête respecte bien les politiques de l'entreprise. Si tout se passe bien, on finira dans etcd. Sauf que ce n'est pas tout type de requête qui peut passer par là. On peut voir facilement ici que les get, list et watch, les requêtes de lecture, bypassent totalement le contrôle d'admission. Donc pour ça, il faut essayer de faire d'autres ou trouver d'autres solutions. Ça peut être principalement au niveau d'autorisation qu'on peut les contrôler. Les autres, qui sont des requêtes qui peuvent impacter l'état etcd, ils peuvent vraiment être contrôlés par le contrôle d'admission. Et si on zoome encore, on va voir des états même en fait supplémentaires pour tout ce qui est create, update et patch, où on peut venir, par exemple, faire la gestion de versionning. La gestion de versionning consiste à écrire l'objet dans la bonne version, vu qu'un objet Kubernetes peut être manipulé par plusieurs types de versions. Maintenant, on va essayer de parcourir l'ensemble de générations. Revenons à la première génération, le plugin de contrôle d'admission. Donc, un plugin de contrôle d'admission, il est compilé directement dans l'API serveur et on voit bien plusieurs types de plugins. Ça peut être de mutation, modification, validation ou mutation plus validation.
On prend l'exemple de limit ranger qui permet à la fois d'injecter des valeurs par défaut si vous présentez un pod sans limit request au niveau de CPU et mémoire, ou encore il peut valider que les limites et requests sont bien entre un min et un max. On voit bien en bas de l'écran l'ensemble des plugins qui sont disponibles avec 1.34 et que vous pouvez l'activer éventuellement avec le flag au niveau de l'API server. Ici, on présente des performances max, fiabilité, simplicité, sécurité. Mais par contre, c'est rigide, c'est absolument rigide, pas d'extensibilité et logique métier très très limitée, ainsi que le cycle de release dépend éventuellement de la release Kubernetes. C'est là où on trouve la deuxième génération. La deuxième génération, les webhooks d'admission, on va simplifier, on va rester que sur la phase de validation, c'est-à-dire on va s'occuper principalement que de la partie qui est liée à la validation. On voit bien en fait le webhook ici matérialisé par plusieurs éléments, 5 principalement. On a d'abord le code du webhook, ensuite les certificats pour permettre la communication avec l'API server. On trouve le Dockerfile pour packager votre webhook, ainsi que des différents manifestes, principalement un deployment et un service pour exposer votre service, ainsi que la configuration pour limiter le scope et définir le scope de votre webhook. Vous pouvez utiliser des SDK comme Builder, KubeBuilder ou opérateur SDK qui peuvent vous aider à implémenter. Restant toujours sur le cadre de validation, le principe elle est facile. Donc, on va envoyer une requête de revue et la réponse peut être on accepte ou on refuse. Si on refuse, bien évidemment, on sera face à un code de retour qu'on peut le customiser ainsi qu'un message. Sauf que le webhook a un coût invisible. Tout simplement, c'est un composant minuscule, voire très minuscule, mais il faut bien gérer le code, il faut bien gérer la résilience et la haute dispo de ce composant-là, sans parler encore de la gestion de certificats et la compatibilité Kubernetes. Donc, ce petit composant-là peut devenir vraiment un point de défaillance au niveau de votre cluster. Et c'est vraiment, un webhook peut paralléliser tout un cluster Kubernetes. Imaginez un simple bug ou encore un pod en cas d'évacuation qui n'arrive pas à rescheduler, du coup il reste en pending, il peut bloquer pas mal de requêtes. Donc, même sur papier, en fait, notre webhook paraît simple à implémenter, mais il reste vraiment vulnérable. Et ça, c'est la complexité qu'on peut avoir avec webhook. D'un côté, c'est une flexibilité totale, accès externe, logique complexe, découplage, mais par contre, il y en a une latence qui sera introduite parce qu'on va faire un call externe, on va y avoir un point de défaillance potentiellement, une complexité opérationnelle en termes de suivi des certificats, etc., ainsi qu'on peut vraiment tomber dans des risques comme le fait qu'on a des dépendances externes qui sont indisponibles, voire instables. Pour éviter ça, et pour mitiger ça, on peut se baser sur des composants comme des moteurs de politique. On trouve bien Kyverno, OPA. Ce sont des composants qui sont éprouvés. On reste sur de déclaratifs et surtout, on va profiter d'un écosystème très très riche avec des exemples, documentation ainsi que de support. Donc Kyverno, ce n'est qu'une extension en fait de ce qu'on a dit tout à l'heure. Il implémente des webhooks pour la mutation ainsi que la validation. Ça reste avec du YAML simple et lisible et il est nativement Kubernetes en se basant sur des Custom Resource Definition, CRD. Ici, on se focus encore que sur la validation. Par exemple, avec Cluster Policy qui devient déprécié à partir de la 1.17, qu'on va en voir un peu plus loin. Du coup, on peut faire de la validation. Ici, j'ai essayé de matérialiser 3 exemples pour manipuler les contrôles privilégiés, ou je peux l'écrire avec le DSL de Kyverno, avec du CEL, ou encore avec du Validating Policy, la 3e génération, qu'on va le voir dans quelques instants. Mais d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas du CEL, c'est Common Expression Language. C'est un langage d'expression
type simple, type Go, JavaScript, qui permet de faire des évaluations sécurisées. Et vous pouvez bien évidemment trouver dans ce slide-là le playground qu'on va voir tout à l'heure aussi durant la démo. Revenons maintenant sur les règles Kyverno. On voit bien deux règles Kyverno qui peuvent nous permettre de manipuler les privileged containers en se basant sur du DSL ou encore sur du CEL. Maintenant, on va discuter un petit peu la troisième génération, politique d'admission de validation. Donc ici, on voit bien, on vient de faire une extension auprès de notre pipeline où on a ajouté à la fois des politiques natives pour la mutation et des politiques natives éventuellement pour la validation. La mutation, ce n'est pas encore JA, ce n'est pas encore stable. Par contre, la politique native de validation, c'est stable depuis la version 1.30. Le principe, encore, c'est facile. On va se baser sur 3 briques. D'abord la politique, ensuite les paramètres. Ça peut être des config maps ou du custom resource. Et on a le binding qui va permettre d'activer cette politique-là. On prend un petit exemple. Ici, on a un exemple qui permet de contrôler la création des jobs en fait, via des fenêtres temporelles. On a d'abord la politique ainsi que le binding. Cette troisième génération, elle ramène vraiment la flexibilité, mais elle reste encore limitée. Donc, en termes de performance, on a une performance maximum parce qu'on reste au niveau de l'API serveur avec une fiabilité éventuellement élevée, simplicité, sécurité et surtout, on reste Kubernetes native. Sauf que, en termes d'expressivité, c'est limité. C'est vrai, on utilise de CEL, mais on n'a pas toutes les ouvertures du CEL. On a éventuellement, en fait, on n'a pas la capacité, as of today, d'accéder à des ressources externes. Par exemple, on ne peut pas faire encore un contexte, on ne peut pas gérer des règles en se basant sur le contexte. Et la gestion d'exception reste très limitée. Je vous recommande d'explorer Kyverno avec ça, qui ramène une extension avec Validating Policy. C'est une extension de VAP, Validating Admission Policy, mais qui ramène d'abord une extension au niveau de CEL, parce qu'il ramène une librairie plus extensible, mais aussi des champs supplémentaires. Et c'est quelque chose qui est stable à partir de la version 1.17. Donc si vous êtes sur la 1.15 ou la 1.16, vous êtes encore sur bêta, mais elle est stable depuis la version 1.17. Et ici, on voit encore la même règle qu'on a vue tout à l'heure, en fait, c'est la règle Privileged Container, sauf que là, elle est basée sur de VP, Validating Policy. Maintenant, si on essaie de voir les bonnes pratiques, donc en termes de bonnes pratiques, pensez toujours à commencer simple. Ça veut dire, si on est capable d'implémenter avec du CEL, on va rester sur du Kubernetes native. Si ce n'est pas suffisant, on peut aller vers des moteurs de politique. Ces moteurs de politique-là, comme Kyverno, vont nous aider à avoir un contexte, etc. Et si jamais on a encore besoin de plus de fonctionnalités, c'est qu'à ce moment-là, qu'on peut aller vers des webhooks et on peut implémenter. Et si jamais vous devez absolument écrire votre webhook, on vous recommande cette approche-là, un modèle universel qui s'appelle 4C, qui permet de manipuler à la fois le code, le conteneur, la configuration et la continuité. C'est un modèle commun pour concevoir et développer et opérer des applications cloud natives. Ici, on va faire un focus particulier que sur les plugins et les webhooks. Donc, d'abord, concernant le code, l'idée, c'est d'avoir un code robuste, prévisible et performant. Donc, on reste dans le cadre de stateless idempotent avec une gestion et tolérance aux erreurs, ainsi que des performances élevées. Deuxième partie, on a le conteneur. L'objectif, c'est d'avoir un package minimal, sécurisé et fiable en restant sur du from scratch, distro-less, mais pas que. On essaye aussi de gérer correctement les signaux. Ensuite, au niveau de configuration, l'objectif, c'est d'avoir une configuration sécurisée, scope limité et principalement fail-safe. Et pensez toujours à ignorer
et exclure CubeSystem de vos webbooks personnalisés, ainsi qu'une gestion avancée des certificats. Dernier, c'est la continuité. L'objectif, c'est d'avoir une solution hautement disponible et résiliente. Vous avez l'ensemble ici de l'écosystème Kubernetes qui va vous permettre d'avoir cette partie-là. D'abord, la gestion de qualité de service, réplica. On a aussi tout ce qui est probe et pensez éventuellement à définir votre budget pour gérer correctement les politiques d'évacuation. On va attaquer une petite démonstration. Dans la démonstration, on va essayer de voir, d'abord F11. Ça ne sort pas, c'est pas grave. Alors, du coup, là, je veux juste récupérer l'écran. Du coup, la première partie, ce qu'on va essayer de faire, c'est... Donc, ici, on va voir 3 niveaux. D'abord, on va commencer par un premier niveau basique. L'objectif, c'est quoi? C'est d'écrire une règle qui va nous permettre de manipuler les jobs. L'objectif, c'est d'avoir des jobs qu'on peut le créer uniquement que dans une fenêtre temporelle bien définie. Donc ici, on peut se baser sur du cell, et vu qu'on a dit on va commencer simple, on va commencer avec cette partie-là. Donc ici, on va bien voir 3 éléments particuliers. D'abord, on va essayer de grossir si on a... Contrôle plus. C'est mieux comme ça? Donc ici, en fait, on a une première politique. Cette politique-là, qu'on va l'écrire, en fait, va nous permettre de manipuler des jobs et surtout qu'on va essayer de définir des variables. Ici, on voit bien, on va récupérer la date de création et ensuite, on va définir si on fait partie, on va récupérer l'heure et on va vérifier si on est bon. Ici, on voit bien notre expression qui va vérifier qu'on a un timestamp et qu'on est bien dans la bonne plage horaire. Ensuite, on a un binding. La première proposition, c'est une solution valide, sauf que on voit bien que les valeurs sont hard-codées dans la politique. Donc, c'est pourquoi on va essayer de faire une petite évolution et on va essayer de l'implémenter dans un deuxième temps avec des config maps. Donc ici, on vient d'externaliser les paramètres, date de début et l'heure de début et l'heure de fin, et on a éventuellement pensé à implémenter en fait le time zone. Et du coup, ici, on reste sur la même politique, sauf que on vient récupérer maintenant les informations à partir de ce paramètre-là. D'accord? Et une troisième possibilité, en restant sur toujours des politiques standards, on peut écrire une CRD dans laquelle on définit les dates de démarrage ainsi que l'heure d'arrêt, ainsi que la time zone. Et du coup, j'ai maintenant une politique. Cette politique-là va me permettre de manipuler des objets de type job. Ces jobs-là, je ne peux créer qu'entre 23h et 6h du mat'. Donc, on va essayer de l'appliquer et on voit bien ici, on peut l'appliquer dans un contexte qui est le suivant. Donc, d'abord, je veux matcher tous les jobs, sauf qu'elle n'est active que sur les namespaces qui seront renforcés de cette manière-là avec ce label-là. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 namespaces.
un namespace dans lequel je viens d'enforcer et un namespace sans enforcement. Et j'ai deux jobs, un job qui fait juste un simple écho et un job qui permet de tourner en fait pendant un petit temps. C'est ce qu'on va voir. Du coup ici, d'abord je veux commencer par mettre en place notre CRD. Donc, on va mettre en place notre CRD. Du coup, d'abord, on va mettre en place le CRD. CRD est créé. On va vérifier notre CRD. Donc, ensuite, on vient appliquer notre politique. Donc, je veux vérifier le CR que je viens de créer. Donc, ici, on a un CR pour définir la plage horaire de 23 heures jusqu'aux 6 heures du mat. Après, ici, je veux vérifier que ma règle est bien créée. Et ici, la règle de restriction, elle est bien créée. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va appliquer les namespaces. On va créer les namespaces. Donc, mes deux namespaces sont créés. On va vérifier notre date. Du coup, c'est 11 heures, UTC. Et du coup, ici, si j'essaye d'appliquer dans le namespace démo, j'essaye de faire... On voit bien que le job dans le namespace sans restriction, il se crée sans difficulté, alors que dans le namespace avec une restriction, il ne permet pas tout simplement parce qu'on n'est pas dans la bonne fenêtre temporaire pour le créer. D'accord? Rien n'empêche que je peux essayer d'éditer. On va tenter d'éditer en fait. Et du coup ici, en termes d'édition, je peux essayer de mettre que je peux créer à partir de 10 heures pour que ça passe. Du coup ici j'enregistre. Si j'essaye de réexécuter la même avec la restriction, ici, on voit bien que dans le namespace démo restriction, du coup, on a réussi à créer, ce qui montre que la politique, elle est bien active. Donc ici, on peut voir qu'on récupère bien nos logs à partir de notre fameux job. Du coup, ici, on va nettoyer et on va passer sur une deuxième partie. Cette partie-là concerne maintenant Kyverno. Donc, sur la deuxième partie, donc sur la partie purement Kyverno, on a même principe, sauf que cette fois-ci, pourquoi on a passé à Kyverno? Tout simplement, j'aimerais bien permettre de créer des jobs si, en fait, je suis dans une fenêtre acceptée. Mais par contre, je peux aussi dire que j'accepte toujours de créer le premier qui arrive, le premier job. J'accepte les n premiers jobs. Du coup, ici, j'ai besoin d'un contexte. J'ai besoin de récupérer ce qui tourne dans le cluster Kubernetes. Et pour faire ça, on ne peut pas le faire nativement avec du cell. Pour faire cette partie-là, on a besoin de faire un call pour récupérer vraiment le contexte. Et ça, on va le faire plutôt avec de Kyverno. Donc, Kyverno va nous permettre ici de faire des appels. Donc, si on essaye de regarder une règle complète, du coup, ici, on applique une règle. Cette règle-là, elle est enforcée. Elle concerne que les jobs. Et j'ai implémenté des exclusions. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on va récupérer l'heure, comme toujours, sauf que ici, on fait des API calls. Donc, on va essayer d'appeler Kubernetes pour récupérer la liste des jobs et valider si on peut faire ou non la création. Donc, et en termes de règles, on va permettre de faire toujours entre 20h et 6h du mat. Et du coup, j'accepte hors cette fenêtre-là un pod qui peut être créé en fait en dehors de cette fenêtre-là. D'accord? Donc, on va essayer d'appliquer d'abord notre politique. Donc, ici, on va appliquer notre politique. Donc, d'abord, on va appliquer notre politique. Je suis bien avec Kyverno 1.16. Ce n'est pas la dernière qui vient de sortir fin janvier. Donc, ici, j'essaie d'exécuter. Ma règle, elle est exécutée. Je récupère
je récupère cette règle-là, elle est bien là. Je veux recréer toujours deux namespaces, un namespace avec des restrictions et un namespace sans le label restriction. Donc ici, les deux namespaces sont créés. Et ici, je veux essayer de créer. Vu que j'ai aucun job qui tourne, le premier que je veux le tourner sera accepté, vu que j'ai fait cette exception-là. Donc si j'exécute celui-là, on voit bien qu'elle est créée. D'accord ? Si on essaye de regarder son log, on va voir qu'elle est en train de tourner sans aucune difficulté. Donc ici, on voit bien que le premier job tourne. Sauf dès que je veux essayer de créer un deuxième, ici, j'aurai l'exception qui me dit « J'ai déjà consommé ma quota hors fenêtre temporelle » et il m'indique éventuellement que ce job-là est en train de tourner, qui est en train de bouffer cette partie-là. Du coup, ici, j'étais capable, en plus de faire manipuler par rapport à des fenêtres temporelles, d'aller plus en récupérant un contexte. Maintenant, si je veux aller maintenant à un autre niveau, je peux éventuellement aller accéder à l'ouverture du Kubernetes et faire le webhook. Le webhook va nous permettre, bien évidemment d'avoir une flexibilité. L'idée, par exemple, c'est d'utiliser des ressources externes. Ça peut être une base de données time series, par exemple. Je veux permettre de créer, si sur une fenêtre temporelle, l'utilisateur n'a pas fait plus qu'un end job. Ou encore d'utiliser des MCP ou utiliser vraiment la puissance qu'on a aujourd'hui avec tout ce qui est intégration. Donc, elle est potentiellement avec ce qu'on a en termes d'IA. Voilà. Donc, on a un peu le temps pour quelques questions. Ouais. Il nous reste pas loin de 3 minutes, si vous voulez, pour des questions, donc n'hésitez pas. Allez, je commence au plus près, mais j'arrive. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question, c'est savoir si sur Cell, il existe déjà des librairies comme on a sur Gatekeeper, par exemple, pour Kyverno. Ou est-ce qu'il faut réécrire nous-mêmes toutes les policies ? En fait, ce qui est intégré au niveau du Kubernetes, c'est limité. Par contre, on trouve, par exemple, qu'on peut avoir des librairies, si on est sur du Kyverno, qui a implémenté, par exemple, l'accès à des requêtes particulières pour accéder au contexte, etc., etc. Donc, c'est une extension possible, mais pas nativement dans Kubernetes. Je pense que ça va y arriver. Bonjour, merci pour la presse. En fait, j'ai une question au niveau de la notification. Est-ce qu'on peut être notifié si il y a quelque chose qui a été... C'est au niveau de la notification, en fait, s'il y a quelque chose qui n'a pas marché, qui a été bloqué par une politique. Notifié par mail, par Teams, par je ne sais pas. En fait, on peut faire une chaîne. En fait, déjà, au niveau de refus, on peut avoir de l'audit. Et en se basant sur l'audit, en fait, on peut faire des actions avec notre pipeline. On peut être notifié, on peut avoir soit par Slack, par mail ou autre. Ça fait partie d'une chaîne externe, mais on peut le faire, bien évidemment. Ouais. D'autres questions ? Écoute, merci Yossiri. Merci beaucoup.